Jeudi 16 décembre, il est 13 heures. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Hier mercredi, un conseil des ministres s'est tenu au palais de la présidence de la République. Au cours de cette réunion présidée par le président Alassane Ouattara, plusieurs projets de loi et décrets ont été signés concernant la justice et les droits de l'homme. La construction et les logements sociaux ont été abordés. Et puis, la cérémonie d'ouverture de la 5e phase du dialogue politique a eu lieu ce matin à la primature en présence du Premier ministre Patrick Achi. Les membres du gouvernement et les partis politiques de l'opposition étaient tous réunis. Selon le chef du gouvernement, le président Alassane Ouattara est prêt à créer les conditions d'un dialogue inclusif. L'Union européenne a annoncé hier mercredi suspendre sa mission de formation de l'armée nationale centrafricaine en raison du contrôle exercé par les mercenaires de la société Wagner sur les FACA, les forces armées centrafricaines. La décision a été prise il y a 2 semaines en prélude aux sanctions ciblant l'organisation et plusieurs de ses membres. C'était annoncé depuis des semaines et là, c'est effectif. Le dialogue politique a redémarré ce jeudi 16 décembre en Côte d'Ivoire avec une rencontre entre le gouvernement et les principaux partis politiques. Vous pouvez donc le voir sur ces images. Il s'agit du 3e dialogue politique en moins de 3 ans et cette fois, c'est avec Patrick Achi à la manœuvre. Selon le chef du gouvernement, le président Alassane Ouattara est prêt à créer les conditions d'un dialogue inclusif. Les précisions de Wilfried Herman Guivet à suivre donc ce soir dans le 20h. C'est lors du Conseil des ministres hier mercredi que le dialogue politique 2021 a été confirmé. Il s'agit notamment de préparer les élections locales de 2023, dialogue à l'issue duquel les résultats et recommandations seront remises au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Il m'a instruit, en ce qui concerne effectivement le dialogue politique mené précédemment par le Premier ministre Amadou Gon puis Ahmed Bakayoko, de reprendre, je dirais, dès décembre, la poursuite de ce dialogue politique. La chose est actée. Ce jeudi 16 décembre, à la primature, partis au pouvoir et opposition s'assieront autour de la table pour faire avancer le dialogue politique. Oui, le dialogue politique est annoncé pour reprendre. À ce sujet, des courriers ont été adressés donc aux différents membres des partis politiques. En termes de modalités, c'est 1+2. Donc chaque responsable peut se faire accompagner de 2 personnes. Les discussions devraient principalement porter sur les futures élections locales prévues en 2023 et la question de la réforme de la commission électorale indépendante. Et c'est le Premier ministre Patrick Achi qui ouvre ses travaux. À ses côtés, plusieurs membres du gouvernement, dont les ministres de la Réconciliation nationale, de l'Intérieur et de la Sécurité, et nouveau à table, celui des affaires politiques. Parfois contesté par l'opposition, voire boycotté, le dialogue politique vise un objectif unique, instaurer un climat sociopolitique toujours plus apaisé. Un reportage signé Alexis Ouedraogo. Je vous le disais en titre, hier mercredi, c'était jour de Conseil des ministres, réunion présidée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. À l'ordre du jour, plusieurs projets de loi et décrets signés concernant la justice et les droits de l'homme, la construction et le logement social et la réglementation des transports publics. À l'issue donc du Conseil, le porte-parole du gouvernement a fait un point face à la presse. Retour ce matin sur ce point de presse avec Viviane Haïm. 3 projets de loi pour le secteur de la justice et des droits de l'homme, plusieurs décrets concernant le domaine de la construction et du logement social et la réglementation des transports publics. Tels sont les grands axes du Conseil des ministres de ce mercredi 15 décembre sous la présidence du président de la République, Alassane Ouattara. S'agissant du secteur de la justice et des droits de l'homme, 2 projets de loi organiques concernant la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature et l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Un projet de loi sur le statut de la magistrature qui confère désormais une indépendance aux magistrats. Ce projet de loi réorganise le statut de la magistrature en vue de garantir un meilleur fonctionnement du pouvoir judiciaire. À cet effet,
il opère une recomposition de la commission d'avancement des magistrats et met ainsi fin au pouvoir disciplinaire exercé par le ministre chargé de la Justice à l'égard des magistrats du parquet, au bénéfice du Conseil supérieur de la magistrature, qui devient donc désormais le seul organe disciplinaire des magistrats du siège et du parquet. Concernant le domaine de la construction, le gouvernement se désengage désormais de la construction des logements sociaux. Le Conseil des ministres a décidé la création d'un fonds de garantie du logement social. Le fonds de garantie du logement social est chargé de faciliter les conditions d'accession du crédit acquéreur aux couches sociales les plus défavorisées et de contribuer au financement de toutes les actions favorisant le développement de l'habitat social. Ce qui explique donc la dissolution du CTU, le compte des terrains urbains, la dissolution du FSH et la dissolution du CDMH. Par ailleurs, la SICOJ change de dénomination et d'attribution. La transformation de la SICOJ en une société d'État dénommée Agence nationale de l'habitat ou ANA. L'ANA devient juste un instrument technique au sein du secteur de l'habitat, chargé d'assurer notamment la coordination et la supervision des activités de promoteurs immobiliers privés agréés dans le cadre du programme présidentiel en cours. Et la BHCI, la Banque de l'Habitat, est remise à flot. L'État devient l'actionnaire majoritaire de la BHCI. À cet effet, le Conseil a décidé d'orienter la stratégie de la banque désormais sur son cœur de métier initial, à savoir le financement de l'immobilier, en devenant l'instrument privilégié de financement du secteur de l'habitat dans la perspective de la résorption du déficit structurel en logement. Le Conseil des ministres a décidé de réglementer l'activité des transports publics, covoiturage, services de transport d'utilité sociale et de voitures de transport avec chauffeur ou VTC, généralement soutenus par un réseau numérique de réservation. Ce décret précise les conditions d'accès à ces différentes activités, ainsi que les modalités de leur exercice en vue d'organiser ce secteur d'activité et de le mettre en cohérence avec la réglementation relative au marché du taxi et au transport public de personnes en général. Un second décret a été adopté et qui, lui, porte sur la réglementation de la circulation des motocyclettes, cycles, cyclomoteurs, tricycles, quadricycles et vélomoteurs à des fins de transport sur les voies routières ouvertes à la circulation publique. Et l'utilisation de ces engins est exclue sur certains axes routiers, notamment les axes routiers interurbains et intercommunaux. Leur circulation sur les autres voies routières ouvertes à la circulation publique est assujettie à certaines conditions telles que l'obligation des propriétaires de ces véhicules à se constituer en entreprise, l'obligation d'être inscrit au registre des transporteurs, l'obligation d'avoir des autorisations de transport nécessaires délivrées par le ministère chargé des transports routiers, et enfin, l'obligation de doter les moyens de transport concernés et les chauffeurs d'équipements de sécurité appropriés en fonction des cylindrées des différents engins. Ce décret réglemente par la même occasion les activités de livraison à domicile ou dans les bureaux de colis ou de repas prêts à la consommation en vue de sauvegarder la fluidité routière et de résorber donc les accidents de la circulation sur la voie publique liés à ces engins. Le recensement général de la population et de l'habitat a pris fin le 14 décembre à minuit. Prochain Conseil des ministres, le 22 décembre.
Un reportage de Viviane Haïm. Le maïs hybride, si vous ne savez pas ce que c'est, alors on va le découvrir ensemble. Pour cela, je vous emmène à Ouamesionka, dans le département de Dikodougou. C'est là que le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a récemment lancé officiellement le projet de production intensive de maïs hybride. Un projet qui vise à produire environ entre 7 et 12 tonnes à l'hectare. Direction Ouamesionka avec Jean-Marc Djedji. Ouamesionka, village dans le département de Dikodougou, accueille le lancement officiel de la première récolte du projet de production intensive de maïs hybride. Ce projet permettra de mettre en place 5500 hectares de maïs sur des parcelles villageoises et 10 000 hectares dans la région. Kobenan Kwasi Adjoumani a procédé au lancement du projet. Le ministre d'État a profité de cette occasion pour saluer l'arrivée en Côte d'Ivoire de cette variété de maïs hybride qui permet de booster les rendements des plantations. L'avènement donc des hybrides en terre ivoirienne ne peut que renforcer nos acquis et nous permettre d'aller de l'avant. Le projet de production intensive de maïs hybride générera 550 emplois directs et permettra à environ 120 000 personnes d'améliorer leurs conditions de vie. Autre projet, toujours dans le domaine de l'agriculture, c'est le YAM6, le projet du système de culture à base d'igname pour améliorer la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. YAM6 est présent dans le département de Soubré, sous-préfecture de Lilio, et c'est un projet qui vise à accroître le rendement de l'igname en améliorant la fertilité des sols. En PIBT, les producteurs en sont pleinement satisfaits. Le reportage de Soro Corona de la station régionale RTI. Exécuté pendant 8 ans, le projet YAM6 a pris fin. Des ateliers de restitution réunissant tous les acteurs de la chaîne des valeurs ont eu lieu respectivement à Tielingwe et à Yamoussoukro. Au cours de ces rencontres, les acteurs sont revenus sur les acquis du projet. Unanimement, les producteurs ont reconnu que les technologies développées par le projet leur a permis d'accroître leur production et améliorer leurs revenus. Le projet nous a apporté beaucoup, surtout la formation, la technique et la conservation d'igname, la sémence d'igname. Impliqués dans la mise en œuvre du projet, les commerçants de la filière igname du marché de Gros de Boaké saluent l'avènement de ce projet qui leur a permis de trouver solution à certaines difficultés. Dans le cadre de ce projet, nous avons eu une plateforme qui nous permettait de discuter, ce qui nous a permis d'aplanir nos différends. Assurer la fertilité durable des sols, mettre fin à la culture itinérante, à la dégradation de la végétation et de l'environnement. Tels sont, entre autres, les objectifs du projet. Ils nous ont présenté les succès du projet. Ils estiment qu'après 8 ans passés ensemble, ils ont acquis des techniques. Quand nous avons commencé le projet, c'était des problèmes de pas de sémence, c'était des problèmes de rendement faible. Dans la discussion qu'on a eue hier, ces questions ne sont plus revenues. Ça veut dire que quelque part, ces problèmes ont été réglés. Donc on a beaucoup de choses à découvrir. Et cette découverte, on l'a fait en même temps que ce qu'on a pu quand on a discuté avec les acteurs, avec les paysans, les paysannes. Et il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas. Reste maintenant aux producteurs de s'approprier durablement ce transfert de connaissances dans leur mode de culture. Alors maintenant, au front contre la corruption, le CNDH en première ligne de ce combat, le Conseil vient de mettre en place un mécanisme de prévention et de lutte contre la corruption, des droits de l'homme, un mécanisme dont les membres ont été présentés au grand public. Il s'agit de mettre en place un cadre de concertation multi-acteurs en vue de réduire les effets négatifs de la corruption. Angela Diallo, Sylvestre Nguessan et Abou Sanogo. Ces personnes issues de plusieurs organismes feront partie de la plateforme de prévention et de lutte contre la corruption du CNDH, le Conseil national des droits de l'homme. Je demande à tout le monde de s'impliquer pour que ce mécanisme soit efficace afin qu'on puisse lutter contre la corruption. Dans la lutte contre la corruption, plusieurs acteurs interviennent dans le domaine et il était bon que ces acteurs-là se réunissent autour d'une plateforme
pour pouvoir échanger des informations, pour pouvoir communiquer et pour rendre la lutte un peu plus efficace. Le procureur de la République, près le tribunal de première instance du Plateau, s'est félicité de la mise en place de cet organe. Il fallait absolument que cet organe soit installé pour accompagner les services habituels de répression de la corruption. Ce phénomène constitue une entrave à la jouissance des droits de l'homme. Et pour y remédier, le Conseil national des droits de l'homme s'engage à prévenir tout acte de corruption. Ce mécanisme est l'affaire de tous et son succès dépendra de notre engagement et de notre dévouement. La mise en œuvre de ce mécanisme doit faire l'objet de procédures structurées et systématiques de communication, de formation et de coordination et s'appuyer sur le plaidoyer. Pour l'année 2022, le mécanisme interviendra dans 5 secteurs, à savoir l'éducation, la santé, la justice, le transport et les industries extractives. Plusieurs actions seront menées, notamment des sensibilisations, des enquêtes et des ateliers de renforcement. Il s'agit donc effectivement du mécanisme de prévention et de lutte contre la corruption. Le virus Covid lui refuse de se laisser corrompre. Malgré tous nos efforts, il persiste à affecter notre santé, il persiste à tout bouleverser. « 272 millions de cas de Covid à travers la planète et le virus a tué 5,33 millions de personnes depuis le début de la pandémie. Un virus qui se donne les moyens de toujours exister et de toujours faire mal. En Côte d'Ivoire, dans la seule journée d'hier, on a enregistré 20 nouvelles contaminations, ce qui porte à 61 943 le nombre total de personnes touchées par la maladie depuis mars 2020. Et depuis cette même date, 706 vies ont été emportées. On peut tous participer à arrêter l'hémorragie. Il suffit de porter le masque de protection. Il suffit de se faire vacciner. Il existe depuis quelque temps un fonds spécial de solidarité Covid-19. Une délégation du secrétariat du fonds a séjourné récemment dans la région de l'Indénié et du Hablin. Ils y sont allés pour sensibiliser les populations cibles afin de s'inscrire pour bénéficier de ce fonds. C'était lundi dernier à la préfecture d'Abengourou en présence de notre correspondant Herman Niamia. Le fonds spécial de solidarité et de soutien d'urgence humanitaire Covid-19. Une initiative du gouvernement ivoirien pour soutenir les ménages vulnérables impactés par la maladie à coronavirus. Malgré l'existence de ce fonds, mis en place depuis mars 2020, après la survenue de la pandémie en Côte d'Ivoire, les populations cibles, certainement par ignorance, ne se bousculent pas pour en bénéficier dans plusieurs régions du pays. C'est tout le sens de la présence à Abengourou de la délégation conduite par le docteur Emma Assemian, membre du secrétariat du Fonds spécial de solidarité Covid-19. Dans l'Indénié du Hablin, seulement 2638 personnes ont été enregistrées, dont 1706 déjà prises en compte. Aujourd'hui, nous sommes à 2638. Je voudrais vous exhorter d'ici le 20 que nous puissions atteindre au moins 5000 personnes impactées. Donc je compte sur vous. Pour bénéficier de ce fonds spécial, il faut remplir un certain nombre de critères selon Dr Assemian. Les critères d'éligibilité, d'abord il faut être personne indigente, il faut être personne retraitée, il faut être personne du 3e âge, c'est-à-dire des personnes âgées de plus de 60 ans, il faut être des personnes handicapées. Dr Assemian indique que les inscriptions se font auprès des leaders communautaires. Les bénéficiaires percevront la somme de 75 000 francs CFA d'un traitement des listes d'ici à la fin de l'année. La directrice de l'assistance aux pupilles de la nation du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté précise aussi que les enfants rendus orphelins du fait de la Covid-19 sont aussi éligibles. Après quelques temps de mise en berne de ces activités, le comité de pilotage de la plateforme nationale de coordination du financement de la santé reprend du service. Une relance d'activité saluée par le ministre de la Santé, Pierre Demba, a exhorté le comité à plus d'ardeur au travail. C'est ce que nous disent Théodore Zouzou, Andrea Kakou et Godefroy Okambawa. Depuis l'apparition de la Covid-19 en Côte d'Ivoire, c'est la première rencontre du comité de pilotage de la plateforme nationale de coordination du financement de la santé. Un organe de décision qui vient en appui au ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Cette structure met en collaboration les parties prenantes, la société civile, le secteur privé et les partenaires.
Et cela pour une meilleure coordination des besoins dans le secteur de la santé. Il s'agissait de valider les documents de travail, comment on va travailler pour les prochaines années. Alors, on a présenté le cadre de travail qui devait être validé par le comité de pilotage, également le cadre de résultats. C'est un peu une mise en route de la plateforme. Un dossier d'investissement de 38% de réalisation des projets du fait de la Covid-19 et un manque de financement ont été présentés à la tutelle. Le ministre Pierre Demba est allé s'imprégner des réalités de cet outil important pour le gouvernement en matière du bien-être des populations et de mise en place de l'assurance maladie universelle. La réalisation de nos ambitions communes passe par une maîtrise du financement de la santé à travers une amélioration de la coordination des parties prenantes, des mécanismes de responsabilité partagée, un accroissement de l'efficacité des dépenses publiques, une amélioration de la contribution de l'État à ces dépenses, la mobilisation des ressources suffisantes pour soutenir l'investissement dans la santé. Notre pays donc, a pris l'option de travailler à réduire la mortalité maternelle et néonatale, infantile, tout en transformant profondément les conditions de production des services de santé à travers des réformes ambitieuses. Cette plateforme est instituée depuis 2019. Elle vise à faire converger les actions autour des priorités du gouvernement en matière de santé. On en vient maintenant à cette signature de convention de partenariat entre l'IPS Segrae et la mutuelle des agents de la direction de l'économie. Un partenariat qui porte sur l'adhésion collective des mutualistes au régime de retraite complémentaire. C'est un moyen pour la direction générale de l'économie de garantir une retraite confortable à ses agents. Les précisions de Marie-Ange Kouakou et Salima Toudia. Les agents de la Direction générale de l'économie pourront bénéficier d'une double pension dans le but de vivre confortablement leur retraite. Ceci grâce à la signature de conventions de partenariat entre leur mutuelle et la Caisse générale de retraite des agents de l'État, Segrae. Notre motivation pour le choix de ce régime, de cette démarche, découle de la pleine mesure que nous avons prise du caractère important que révèle l'adhésion à un tel régime qui permettra d'améliorer les conditions de vie des mutualistes. Le gouvernement a imaginé un instrument qu'il a mis en place, dont l'IPS Segrae fait la promotion. Il est bon que les agents que nous avons qui travaillent de jour et de nuit, et qui, je dirais, n'ont pratiquement pas de repos, puissent en toute quiétude penser leur avenir. Et je pense que la signature de cette convention vient les rassurer pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Les mutualistes vont adhérer au régime de retraite complémentaire par capitalisation, une nouvelle offre de l'IPS Segrae. C'est un système qui vient en complément de la retraite de base, qui est la retraite par répartition, et qui permettra aux travailleurs en activité de verser des cotisations en vue de se préparer une retraite plus sereine, avoir un niveau de revenu à la retraite qui soit aussi proche de celui de son activité. Le régime viendra combler ce déficit en permettant d'avoir un niveau de rémunération suffisant, acceptable et confortable pour le travailleur. Le régime complémentaire est destiné aux fonctionnaires et aux agents de l'État en activité et les cotisations sont fixées à 5% sur le salaire de base. Elles sont au nombre de 16 et elles viennent d'être distinguées. Ce sont des femmes du milieu rural ou urbain qui exercent dans tous les secteurs d'activité. Elles ont été distinguées donc à l'occasion des 48 heures de valorisation du potentiel féminin. Cela pour accompagner l'autonomisation de la femme. Et c'est une initiative d'une plateforme de lutte contre la pauvreté et c'était autour du thème « Compétences féminines locales et défis de la digitalisation ». Léon Brokwame, RTI Boaké. Vêtements, beurre de karité, maraîchers et autres vivriers, bref, ces articles ainsi exposés, des fruits du travail de femmes agricultrices, artisans, commerçantes ou transformatrices de produits agricoles. Des activités certes à petite échelle, mais qui impactent la communauté, soit pour ce qu'elles permettent de prendre en charge l'acteur et sa famille, soit pour ce qu'elles emploient d'autres personnes. Par mes propres moyens, j'ai pu faire le restaurant le plus grand de Katula. J'ai commencé mon activité par amour
pour les personnes en situation de handicap, particulièrement les personnes sourdes et les non-voyants. J'ai fait la promotion de la langue des signes et la valorisation aussi du métier d'interprète. Je fais chant d'igname, chant de manioc, je vends attiqué avec poisson, avec soupe. Pour valoriser ces potentiels féminins, Poro, Ambol, Bélier et Béquet, 4 régions mobilisées à Bouaké pour 48 heures, décrétées par la plateforme Dia Envy Group de lutte contre la pauvreté en milieu rural. 36 nominés, 16 compétences féminines distinguées. Il n'y a vraiment pas quelqu'un pour nous dire félicitations, pour nous encourager. Mais s'il y a des cérémonies comme ça, et qui nous encouragent, qui nous font savoir que ce qu'on fait, il y a des gens qui nous suivent de près, ça ne fait que nous encourager. Quand on célèbre le mérite, ça encourage, ça motive et ça donne de la visibilité aussi et ça donne l'exemple aussi. Étendue aux handicapés, cette 3e édition autour du thème compétences féminines locales et défis de la digitalisation. L'initiative parrainée par le président de la Chambre de commerce et d'industrie a le soutien du ministère de la Femme et du groupe RTI. Fini le moment où il y avait des clichés qui disaient aux femmes « Soyez belles et taisez-vous ». Vous êtes des femmes braves, des femmes qui ont de l'ambition. Il m'a demandé de vous féliciter, de vous encourager donc et de vous dire que vous avez tout son soutien. Autonomisation de la femme, le but visé par la plateforme promotrice des 48 heures de valorisation du potentiel féminin. Elle entend se constituer en ONG. L'Union européenne a annoncé hier mercredi suspendre sa mission de formation de l'armée nationale centrafricaine en raison du contrôle exercé par les mercenaires de la société Wagner sur les FACA, les forces armées centrafricaines. La décision a été prise il y a 2 semaines en prélude aux sanctions ciblant l'organisation et plusieurs de ses membres dans le conseil du président centrafricain Valéry Sakharov pour des exactions commises à travers le monde. La mission de formation de l'Union européenne avait été lancée en 2016 après le départ de l'opération militaire française Sangaris. Avant de nous quitter, on va écouter ce communiqué de la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, relève au cours de l'émission Ça fait l'actualité du 10 décembre 2021, avec pour thème les enjeux de l'élection à la MUGEFSI, prévu se tenir le lendemain 11 décembre 2021, qu'en dépit de l'absence des candidats sur le plateau de l'émission, la RTI 1 a présenté un spécimen de bulletin de vote marqué d'une croix en dessous de l'image de l'un des candidats. Le même candidat a également eu droit à la présentation de son image et de son dépliant de campagne en gros plan à l'écran. Le bilan des illustrations à l'écran suite au monitoring effectué par la ACA relève qu'au cours de cette émission de 26 minutes, le dit candidat a été présenté 26 fois pour une durée d'exposition totale de 5 minutes 12 secondes. La ACA note que le traitement accordé aux 10 candidats, au détriment des autres, est partisan en ce qu'il constitue une violation flagrante du principe du traitement équitable dont doit bénéficier tout candidat sur les antennes des médias audiovisuels de service public. Au surplus, ce traitement constitue une campagne déguisée en faveur du candidat dont il s'agit. Ce faisant, la chaîne RTI 1 a violé les articles 52, alinéas 3 et 53 de la loi numéro 2017-868 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la communication audiovisuelle qui dispose respectivement que les organismes du secteur public s'interdisent toute prise de position partisane. Les organismes du secteur public de la radiodiffusion doivent garantir l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement. Par conséquent, face à ce manquement grave, le collège de la ACA, réuni ce jour en session ordinaire, après audition des personnes concernées, a décidé de ce qui suit. Un blâme est infligé au directeur des magazines de l'information. Un blâme est infligé à la réalisatrice de l'émission. Un avertissement est infligé à l'animatrice de l'émission. Par ailleurs, la ACA invite les responsables de la RTI à l'informer de la programmation de toute émission de débat organisée dans le cadre des processus électoraux, quels qu'ils soient. Fait à Abidjan le 14 décembre 2021. Pour la ACA, le président, Maître René Bourgoin. Fin de ce journal, je reviens samedi à 13h.